Merci à Congo Sarepta TV. Nous vous jetons toutes les fleurs parce que nous voyons comment vous travaillez avec dextérité et professionnalisme, que cette germe qui a déjà commencé à prendre forme puisse grandir et pourquoi ne pas un jour devenir un grand arbre dans cette forêt qui est la République démocratique du Congo et luire comme elle n'a jamais lu auparavant et être ce soleil des médias qui éclaire nos lanternes à chaque fois que nous en avons besoin. Le docteur Emmanuel Epenge est né à Kinshasa le 2 janvier d'une certaine année, marié, père de 2 enfants, docteur depuis 2014, spécialiste en neuropsychiatre, initiateur de l'ONG Congo Medica. Ancien coordonnateur des étudiants à l'Université protestante au Congo, UPC en cycle de l'année 2012. Chers téléspectateurs fidèles du Congo Sarepta TV, où que vous soyez, de partout dans le monde, ça dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Bonjour ou bonsoir. À la présentation, je suis Berry Mukokila, l'homme de Sarepta, Mobali à maman Francine Mukokila. Aujourd'hui, nous allons recevoir un monsieur, c'est un médecin de la place, neuropsychiatre. Il s'appelle Dr Emmanuel Epenge. Moi, je l'ai connu à l'Université protestante au Congo. C'est un monsieur ambitieux, et c'est un frère, c'est un ami. Il fut même président des étudiants de l'année 2012. Alors vous allez savoir que nous allons parler de l'actualité aujourd'hui, du procès Caméré et consorts. Nous allons parler aussi du Covid-19 et pourquoi pas ONGD, Congo Medica. Et c'est déjà parti. Sans plus tarder, je tiens à remercier la personne, l'incontournable, un grand monsieur, le jeune Dipro qui s'appelle Jimmy Sita, Mobali à maman Francine Ndoko. Et aussi, je tiens à remercier mon petit, l'actuel, le DIRCAB, mon petit privé Chris Ambunga. Et sans oublier mon ami privé, Glody Djonga, le pétrolier Mobali à maman Rose Ekouchou. Bien, c'est parti déjà. Nous sommes au cabinet chez le docteur Emmanuel Epenge. Bonjour, docteur Emmanuel Epenge. Bonjour, monsieur Berry, ainsi qu'à toute votre équipe. Bienvenue chez nous. Merci bien, le docteur Emmanuel Epenge. Alors, les téléspectateurs sont en train de nous suivre de partout dans le monde. Si vous pouvez l'expliquer, qui êtes-vous? Merci. Comme vous l'avez si bien dénommé, je suis docteur Emmanuel Epenge, spécialisé dans le domaine de la neuropsychiatrie et initiateur d'une ONG dénommée Congo Medica qui œuvre dans l'amélioration de la santé de la population congolaise en général et celle de Kinshasa en particulier. Ok, président du Congo Medica. Nous allons en arriver, mais aujourd'hui, nous sommes butés par le procès Caméré et consorts. Nous sommes un fils du pays. Je tiens à rappeler que c'est une émission culturelle, c'est une émission sportive et c'est une émission aussi qui parle de projets de développement, de la science et pourquoi pas de notre très cher beau pays, la République démocratique du Congo. Alors, étant donné que nous sommes fils du pays, alors nous ne devons pas s'en passer, nous devons en parler. Le procès Caméré et consorts, étant donné que vous êtes médecin, aujourd'hui neuropsychiatre, qu'en est-il de votre opinion? Qu'est-ce que vous pouvez dire de notre pays où aujourd'hui nous avons vu l'instauration d'un état de droit? Alors, comment vous pouvez mettre votre nuance par rapport à ces procès et dit jamais vu au Congo depuis que son excellence Fachi, Félix Antoine Tshisekedi est au pouvoir. Nous avons vu un grand changement. En tout cas, bravo, bravo, bravo à son excellence, au président de la République. Alors, chers médecins, qu'est-ce que vous pouvez dire partant de l'état, l'instauration de cet état de droit?
Alors par rapport à la situation actuelle de notre pays, il est à noter un changement remarquable parce que vous savez qu'auparavant, il était difficile de voir des sommités de l'État se retrouver devant la justice comme tout Congolais parce que la politique primait sur la justice. Mais actuellement, grâce au discours du chef de l'État, qui lui-même, en tant que garant de la nation, voudrait bien qu'il y ait un état de droit qui soit accessible à tout citoyen congolais. Et nous l'en félicitons pour cette promesse qui est en train de se réaliser, mais tout en recommandant aussi aux différents professionnels du secteur judiciaire que le travail puisse se faire avec bonne moralité. Comme vous le savez, dans notre pays, généralement, les procès peuvent bien commencer, mais la suite ou les conclusions, des fois, ne reflètent toujours pas les attentes de la population. Mais nous sollicitons et nous recommandons donc aux différents professionnels du secteur judiciaire de faire leur travail comme il se doit, avec une bonne morale, d'éviter la corruption. Parce que vous savez que la corruption est l'une des valeurs qui est ancrée depuis un certain bon nombre d'années dans notre pays. Et s'ils arrivent à pouvoir le contrer, en agissant sur base de bonne moralité, en toute objectivité, cela sera un grand pas pour la nation et nous pourrons réellement aspirer au développement que attend le peuple congolais depuis bien longtemps. Très chers téléspectateurs, vous êtes en train de suivre l'avis du docteur Emmanuel Epenge partant du procès Kamere et consorts. Moi, je dirais que la justice élève une nation. Mais encore une question de plus, monsieur le docteur Emmanuel Epenge. La justice élève une nation. Est-ce que existe-t-il une justice distributive au Congo partant du procès Kamere et consorts? Nous sommes donc ravis de ce procès qui se déroule, tout en émettant le souhait que cela ne soit pas le dernier procès. Parce que comme vous savez, il y a plusieurs cas de détournement qui ont eu lieu dans ce pays depuis de longues années. Et donc, tous les intervenants, tous les protagonistes devraient être poursuivis. Que ce soit les personnes du CACH ou du FCC ou d'autres politiques indépendantes, ils doivent être poursuivis objectivement. Et cela pourra nous rassurer que réellement nous sommes dans un état de droit où qu'à chaque fois qu'une autorité publique aura commis un acte de corruption, de détournement, il pourra subir la rigueur de la loi. Et donc, nous pensons que cela pourra aller dans ce sens. Voyons voir la suite après le procès Kamere et tant d'autres procès qui pourront venir. J'espère que nous allons réellement cheminer dans ce slogan qui dit « La justice élève une nation », comme vous l'avez dit. Très cher docteur, nous devons aussi savoir comment a été la journée d'hier, 3, la prestation de témoins, et aujourd'hui, vous êtes en train de suivre, nous sommes en train de suivre. Alors, à votre humble avis, qu'est-ce que vous pouvez dire de la prestation de témoins? Déjà hier, monsieur Bitakwira, et aujourd'hui, j'ai vu l'ex-ministre du budget, Papa Pierre Kangoudia, et le ministre aussi Yav, si je ne me trompe pas. Alors, si vous avez très bien suivi, qu'est-ce que vous pouvez dire partant de leur déclaration? Il se dégage donc de différents témoins qui ont été appelés dans le cadre de ce procès de 100 jours, cette réelle volonté de pouvoir donner des réponses objectives à toutes les questions qui leur sont posées. Et cela m'a vraiment réjoui dans le sens où nous voyons qu'en chacun, ils veulent apporter une pierre à l'édifice de cet état de droit que nous souhaitons tous. Et donc, point n'est besoin de venir devant les médias, et surtout que cela se passe en public, pour émettre des paroles mensongères. Parce que cela peut tourner contre une personne ou contre une autre. Et donc, je salue l'objectivité de leurs analyses et de leurs réponses, et qui va donc permettre d'évoluer dans ces dossiers
en toute objectivité et même d'aboutir à des conclusions qui pourra satisfaire tous les partis. La finalité de ce procès, qu'il y ait des personnes inculpées ou des personnes innocentées, mais cela va nous permettre d'avancer dans une justice qui élève une nation, une justice objective, éloignée de toute corruption. Voilà ce que je peux dire à ce sujet. Très cher docteur Emmanuel, qu'en est-il? Parce que il y a de cela 2 mois, nous avons vu sur les réseaux sociaux Daniel Massaro, qui est le neveu de M. Vital Kamerhe, brandissant l'argent près de 1 million de dollars. Alors, qu'est-ce que vous pouvez dire de ces genres d'histoires dans notre pays, le Congo? Cette situation est d'une honte extrême pour notre nation, d'avoir des personnes qui travaillent pour l'État et qui peuvent se mettre à brandir de l'argent connaissant notre contexte socio-économique. Vous le savez, plus de 70% de la population congolaise vit avec moins de 1 dollar par jour. Et donc, ils sont vraiment dans le seuil de la pauvreté. Et si dans un pays comme le nôtre, il y a des personnes qui peuvent brandir ce genre de montants sur Facebook, et je pense que c'était même avec un de ses enfants à côté, cela frise donc le déshonneur pour toute une nation, car nous sommes dans un pays où nous devons redresser notre économie par le travail, par l'objectivité, par des valeurs qui élèvent une nation et non des actes qui amènent donc à cette désapprobation publique. Et comme vous l'avez constaté, c'est toute la population congolaise qui était étonnée de ce genre d'actes qui puisse se produire au niveau des personnes qui travaillent dans la présidence. Et encore qu'il faudrait voir dans cela que au niveau des institutions de l'État, c'est encore le système où c'est les parentés de tel ou tel autre qui doit être mis dans des postes bien spécifiques. Nous disons non au népotisme qui sont des valeurs qui ne sont pas reconnues dans des pays sérieux qui veulent avancer. Et donc je pense que des actes comme ça qui sont répréhensibles ne pourront pas se reproduire dans les prochains jours et les prochaines années dans notre pays. Si nous avons très bien suivi le docteur Emmanuel Epenge, donc le docteur Emmanuel veut que l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Alors docteur, étant donné que nous sommes au Congo, existe-t-il la fraude ou la corruption dans le gouvernement? Alors comme vous le savez, la fraude, la corruption, il y a même un terme qui a un peu élu domicile chez nous, la rétrocommission. Ce sont des concepts ou des habitudes qui sont à décrier. Nous ne disons pas que nous sommes un État parfait. Tous les États du monde sont des fois menacés par la corruption et par tant d'autres antivaleurs. Mais cela doit être combattu au plus haut degré. Vous trouverez dans les pays développés, le pourcentage de corruption est très réduit. Si on doit le mettre sur une échelle de 10, elle peut être de 2 ou 3. Mais imaginez qu'au niveau de notre pays, nous pouvons arriver jusqu'à 8. Et donc, nous avons du chemin à faire. Et je souhaite même qu'avec le temps, si nous pourrions avoir, comme certains pays l'ont fait, avoir un ministère qui s'occupe de la bonne gouvernance et de la lutte contre la corruption, pour que cela ne soit pas un slogan sur nos paroles, mais que cela soit traduit en actes et que chaque jour durant, que la corruption soit combattue, comme nous pouvons combattre une maladie pour nous médecins, chez tout patient qui vient devant nous, nous faisons de notre mieux pour combattre cette maladie et voir comment apporter une guérison. Et donc, notre vœu serait que le gouvernement qui travaille puisse faire de cela vraiment leur cheville ouvrière pour voir dans quelle mesure combattre cette fraude, corruption et donc amener le pays
dans le voie du développement. Nous ne pouvons pas s'en passer aujourd'hui. Il y a une pandémie qui s'appelle Covid-19 qui bat son plein. Étant donné que vous êtes médecin, docteur Emmanuel Epenge, d'ailleurs nous sommes en train de les faire, le geste barrière, la distanciation sociale d'1 mètre, c'est laver les mains à chaque fois avec l'eau coulante et les ports de masque est aussi obligatoire. Et j'ai vu même dans les écrans écrire « Restez chez vous ». Donc, qu'en dites-vous, le Covid-19, c'est quoi? Et si vous pouvez expliquer le téléspectateur. Nous sommes actuellement en guerre. Vous savez, auparavant, nous pouvions avoir des guerres physiques, un pays contre un autre. Mais actuellement, nous avons une guerre bactérienne. Une guerre qui est due à un virus. Donc, une guerre virale. Cette guerre qui est basée sur un germe qui a pris naissance en Chine, dans la ville de Wuhan. Elle a commencé en 2019, décembre 2019. Et de ce petit noyau de la Chine, elle s'est propagée dans plusieurs régions du pays. Vous rappellerez que beaucoup promettaient même l'hécatombe pour l'Afrique, mais ce qui n'a pas été le cas. Mais nous avons quand même été touchés par cette pandémie. Et la République démocratique du Congo en particulier a aussi subi les sévices liés à la Covid-19. Fort heureusement pour nous, notre gouvernement a pris des mesures appropriées pour lutter contre cette pandémie afin de limiter son impact au sein de notre communauté. Pour votre gouverne, notre pays actuellement enregistre plus de 3644 cas à ce jour, mais avec un taux de décès qui est moins de 2%. Ce qui est bonne chose, parce qu'il y a plus d'un mois, nous étions autour de 10%. Et donc, nous sommes en train de bien évoluer. Et pour ne pas me répéter, donc il faut respecter les gestes barrières pour éviter de pouvoir contracter ce virus. Mais il est aussi important de croire réellement que ce virus existe et de se protéger. Parce que nous avons constaté que dans plusieurs villes de la RDC, et particulièrement à Kinshasa, il y a un relâchement dans les mesures barrières. Chères Congolaises, chers Congolais, prenons en sérieux cette pandémie parce que d'ici décembre, nous allons apprendre à vivre avec le coronavirus et progressivement, nous allons le réduire à sa plus simple expression, mais nous devons tenir bon parce que si nous relâchons les mesures barrières, nous ne lavons pas les mains, nous ne portons pas de masques, facilement nous pourrions encore transmettre ces virus. Tenons bon et je pense qu'en appliquant toutes ces mesures, en respectant les directives données par le chef de l'État, puisque jusqu'à ce jour nous sommes encore en état d'urgence et bientôt, je pense que d'ici mi-juin, ça sera la fin et donc nous allons reprendre notre vie normale. Les enfants vont aller à l'école, les étudiants aussi. Les universités vont reprendre, les banques, les hôpitaux. Et donc, nous devions continuer dans ces mesures de respect des mesures barrières pour arriver à diminuer et arrêter la propagation de ces virus. Très cher docteur Emmanuel Epenge, quelles sont les mesures, pour ne pas dire arrêter la propagation de cette pandémie, mais diminuer, à part le geste barrière, la propagation de du virus? Est-ce qu'il y en a d'autres ou pas, le geste barrière, à part le geste barrière, les mesures à prendre? Alors, les mesures à prendre, ce sont les mesures universelles reconnues dans toutes les nations. Comme nous sommes assis ici, donc avoir une distanciation d'au moins 1 mètre pour éviter que les postillons qui peuvent venir de l'un d'entre nous puissent être transmis. Mais aussi se laver les mains au quotidien. À chaque fois que vous faites une activité, faites de votre mieux pour vous laver les mains pour éviter la propagation. Mais autre chose, évitez de toucher les différentes surfaces muqueuses que vous pouvez avoir au niveau de votre corps, principalement au niveau de la face,
il faudrait éviter de toucher les yeux, le nez, la bouche, parce que c'est aussi des canaux qui peuvent facilement transmettre le virus. Aussi le port du masque. Et rappelez-vous bien, le port du masque auquel nous portons, vous devez bien le porter. Les masques généralement ont une validité de 4 heures. Lorsque vous le portez, ça ne voudrait pas dire qu'il faut porter le même masque 5 fois ou 6 fois la journée ou bien pendant plusieurs jours. Vous remarquerez même par vous-même qu'à force de porter ce masque, il devient de plus en plus sale et donc peut être un foyer qui peut transmettre encore le virus. Portant de masques que l'on renouvelle, qu'on a tous les 4 heures, vous pouvez avoir tout un stock qui vous permettra donc d'éviter de propager ce virus qui est combattu par tous. Très chers téléspectateurs, nous vous rappelons que nous avons reçu le docteur Emmanuel Epenge qui est neuropsychiatre. Alors, docteur Emmanuel Epenge, quel est le rôle de l'équipe de riposte mise en place par le docteur Muyembe? Alors, l'équipe de riposte, c'est au fait l'équipe qui est chargée au quotidien de lutter contre le coronavirus dans ses différentes branches. Dans l'équipe des ripostes, nous avons ceux qui s'occupent de la prise en charge des patients diagnostiqués au coronavirus. Nous avons aussi de ceux qui s'occupent de la prévention et du dépistage des différents cas du Covid-19. Et vous allez remarquer que à l'époque, je pense de la semaine passée, seul l'INRB pouvait assurer le diagnostic du coronavirus. Mais depuis cette semaine, il est possible de pouvoir être diagnostiqué au niveau du stade de martyr. Parce qu'ils ont voulu décentraliser et étendre le dépistage. Parce qu'à l'époque, au niveau de l'INRB, on pouvait faire entre 200 et 300 tests. Mais avec le dépistage de masse qui pourra se faire maintenant au stade de martyr, il est possible de faire plus de 1000 tests par jour. Que vous ayez des symptômes du Covid et que vous ne l'ayez pas, nous recommandons à toute personne de pouvoir faire ce dépistage pour nous permettre de lutter efficacement contre le Covid-19. Et donc, il y a une équipe de dépistage et prévention, il y a une équipe de prise en charge, il y a aussi une équipe de surveillance qui voit au quotidien les différents cas qui peuvent être identifiés, que ce soit en interne ou des personnes qui viennent des pays étrangers. Cette équipe est là au quotidien pour voir comment lutter contre le Covid-19. L'équipe des ripostes travaille 24 heures sur 24 et donc vous devez par cela voir comment le professionnel de santé se donne avec beaucoup d'abnégation, parfois même au risque de leur vie, parce qu'il y a certains qui ont laissé leur vie à cause du Covid-19 pour pouvoir aider notre pays à ne pas connaître l'hécatombe comme ailleurs, comme vous savez, dans des pays comme les États-Unis, où ils ont enregistré plus de 100 000 morts. Vous pouvez vous imaginer, 100 000 morts à cause du Covid-19, ce qui n'est pas le cas pour nous. Et je pense qu'avec les stratégies mises en place et l'expertise du corps médical, il nous sera possible de pouvoir endiguer efficacement cette pandémie. Très cher docteur Emmanuel, nous avons maintenant une question à deux volets. Le premier volet, c'est que du nombre qui sont élevés aujourd'hui à 3000 cas, est-ce que c'est vrai? Et le deuxième volet, si vous étiez à la place du docteur Muyembe, est-ce que vous allez continuer avec le confinement ou vous allez déconfiner? Alors à la question de savoir si les 3000 cas, actuellement je dirais 3644, sont-ils vrais ou ce sont des cas inventés de toutes pièces? Non, je dirais que ce sont des cas véridiques. Parce que si nous avons l'un des labos réputés à la fois au niveau national et international, c'est l'INRB. Et donc je ne peux pas attendre de l'INRB des résultats qui seraient falsifiés ou qui viendraient juste d'un petit labo local. Ce sont des résultats certifiés et donc ce sont réellement des cas véritables des patients qui sont atteints du Covid. Et
qui pour la plupart suivent déjà un traitement approprié parce que le pourcentage de décès en cas du Covid-19 est très faible. Et vous pouvez remarquer qu'une personne comme moi ou vous, on peut faire le dépistage et on trouve que vous avez le Covid-19. Donc, nous avons des cas qui sont généralement un peu bénins, mais qui ne sont pas très sévères. Tout dépend des patients qui peuvent être touchés par cela. Mais les cas sévères qu'on retrouve en cas du Covid-19, c'est plus chez les patients qui ont des comorbidités, comme nous disons en médecine, qui ont d'autres maladies, des hypertendus, des diabétiques, des personnes âgées, des personnes qui ont leur immunité assez réduite, qui peuvent donc présenter de risques plus importants, par exemple de détresse respiratoire, qui nécessiterait donc une prise en charge hospitalière plus approfondie. Alors, la question aussi de savoir si je pouvais être à la place de Muyembe, quelle serait ma méthodologie de travail? Je dirais que le docteur Muyembe, qui est l'un de nos baobas, un exemple dans notre profession médicale, qui fait déjà si bien son travail, mais si j'avais un jour l'honneur de le remplacer, je pense que au-delà des mesures qu'il a déjà prises pour pouvoir lutter contre cette maladie, je verrai comment organiser un dépistage massif dans toutes les communes et surtout les communes des personnes touchées pour voir dans quelle mesure dépister les cas le plus tôt pour voir dans quelle mesure les prendre en charge et diminuer la propagation. Mais une autre chose qui serait aussi très importante, parce que vous avez remarqué qu'au niveau de la communauté, il y a une certaine légèreté criante dans l'appropriation de cette lutte. Je pense que j'impliquerai aussi fortement la communauté, les têtes ou les leaders des différents quartiers pour voir dans quelle mesure chacun des Congolais doit s'ancrer que la maladie est là. Nous devons prendre des mesures idoines pour lutter contre cela. Et je pense qu'avec l'implication de la communauté, il sera plus facile de pouvoir lutter contre le Covid-19. Son Excellence, le ministre de la Santé, le docteur Eteni, est en train de vous suivre. Le métier du docteur est très noble. Est-ce qu'aujourd'hui, au Congo, vous êtes respecté? Point d'interrogation. Et si vous n'êtes pas respecté, qu'est-ce qu'il faut pour que le gouvernement vous mette à l'aise? Si aujourd'hui, vous devez être un syndicaliste de la population congolaise de médecins. Vous savez, actuellement, la communauté médicale, particulièrement des médecins, l'on compte environ 25 000 à 30 000 médecins pour toute la République démocratique du Congo, qui comprend une population de plus de 86 millions. Donc vous imaginez combien ce nombre est minime pour desservir une très grande population que l'on trouve dans notre pays. Et donc, les professionnels de santé font au quotidien, avec les moyens des bords, pour voir dans quelle mesure apporter des soins appropriés pour réduire la morbimortalité liée aux affections que nous avons chez nous, des affections endémiques comme le paludisme et tant d'autres qui viennent, l'épidémie. Et actuellement, nous avons l'épidémie du corona. Il y a l'épidémie de l'Ebola aussi qui sévit dans notre pays. Et les professionnels ont toujours été là, dans la première ligne de défense, pour lutter contre ces différentes maladies. Ce que nous sollicitons ici, par le canal que vous nous donnez en ce jour, c'est de voir comment les autorités sanitaires de notre pays devraient prendre en compte avec beaucoup d'humanité et de sérieux les revendications de médecins. Parce que actuellement, ce que touche un médecin est infime et très minime par rapport à la charge sociale qu'a ce médecin qui doit nourrir sa famille, ses enfants et aussi participer à la communauté et à l'amélioration de sa communauté. Il est important de donner un salaire digne des longues études
faites à l'université, vous pouvez imaginer que nous sommes le seul domaine où nous faisons plus de 8 ans à l'université. Et donc, c'est un domaine louable qui demande beaucoup de sacrifices et pour lequel l'État congolais doit aussi payer dignement les médecins. Vous remarquerez même que lorsque beaucoup de médecins ne trouvent pas leur compte au sein de la RDC, ils partent dans d'autres pays, nos voisins, qui nous considèrent plus mieux que notre pays. Ainsi, nous recommandons aux autorités congolaises de pouvoir assurer des salaires décents aux médecins, de donner des primes de risque adéquats pour pouvoir les motiver à être encore plus meilleurs, à exceller comme ils l'ont toujours été. Parce que des fois, ce qu'il arrive dans la communauté, les médecins sont reprochés, mais vous avez prêté serment d'Hippocrate de toujours servir. Mais ce que nous voyons sur le terrain n'est pas le cas. Mais je dois vous dire, pour votre gouverne, il y a le serment d'Hippocrate qui existe, mais il y a aussi le testament d'Hippocrate. Nous avons obligation de servir, c'est ce que nous n'avons jamais refusé de le faire, mais le testament d'Hippocrate dit que le médecin qui doit vous soigner doit lui-même avoir un embonpoint. Il doit avoir un parfum agréable aux yeux de ses patients. Vous imaginez lorsque vous venez devant un médecin qui présente une présentation vestimentaire douteuse. Et même le malade sera un peu étonné de voir ce médecin dans cet état. Parce que, vous savez, il y a un dicton qu'un auteur a dit que l'un des meilleurs traitements que l'on donne d'abord à un patient, c'est le médecin lui-même. Lorsque le médecin lui-même n'est pas bien présentable, il lui sera difficile de pouvoir aider le patient, qui lui-même, le patient, peut douter du traitement venant de ce médecin qui a une présentation assez atypique. Et donc, d'où ici l'interpellation que nous faisons à l'endroit de nos autorités de prendre en compte les différentes revendications sociales de médecins pour leur mettre dans des conditions adéquates pour accomplir noblement leurs tâches pour l'intérêt de la nation. Chers téléspectateurs, vous comprenez que nous avons reçu pour vous le médecin neuropsychiatre Dr Emmanuel Epenge, nul par ailleurs, comme on dit, c'est maintenant ou jamais. Nous vous signalons que nous avons un adage, nous disons souvent, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Qui dit Baté Banakin. Donc, Congo Sarepta TV, abonnez-vous massivement et vous ne serez pas dessus et vous allez avoir l'actualité et puis l'information vraie et en temps réel. Il est le responsable de l'ONG Congo Medica. Docteur Emmanuel, vous allez nous dire Congo Medica, c'est quoi? Alors, en tant qu'initiateur de Congo Medica, il est important de savoir que Congo Medica n'est pas né de manière spontanée, mais elle a été motivée par une situation que nous avons remarquée dans notre partie clinique. C'est de voir des fois comment des patients peuvent mourir parce qu'ils n'ont pas un diagnostic approprié et donc ne bénéficient pas d'un traitement approprié. Pour la petite anecdote, nous avons eu une fois à suivre une patiente qui était entrée en coma. Alors ils sont passés dans 2 centres de la place où elle a été soignée comme faisant la malaria et fièvre typhoïde, le diagnostic le plus populaire au Congo. Mais lorsqu'ils sont venus chez nous, nous avons remarqué que la patiente était en train de faire des crises épileptiques qu'on appelle généralement maladie Ndeke. Alors, après l'avoir soignée, nous avons découvert qu'au fait c'était l'épilepsie. Et dès qu'elle a reçu son traitement, elle se sentait mieux. Mais malheureusement, vu qu'ils étaient arrivés en retard,
la patiente était décédée. D'où est née donc l'initiative de Congo Medica de voir dans quelle mesure prendre en charge de manière appropriée nos patients selon les problèmes de santé qu'ils ont. Nous avons donc une application médicale que nous avons créée qui est disponible sur Play Store, sur Android, qui permet de faciliter la mise en relation entre un patient et un médecin selon le problème identifié. Par exemple, vous avez un patient qui a des palpitations au niveau du cœur. Nous avons cette possibilité de pouvoir envoyer un cardiologue dans son domicile et donc recevoir des traitements appropriés. Mais autre chose, nous faisons aussi la livraison à domicile des médicaments parce que vous savez, 40% des médicaments qui circulent en République démocratique du Congo sont contrefaits. Et donc, via Congo Medica, où nous travaillons avec des pharmacies certifiées par le ministère de la Santé, nous livrons à domicile des médicaments fiables pour donc aider notre population congolaise. Et enfin, l'ONG Congo Medica organise des campagnes de prévention et de prise en charge de certaines affections dans notre pays via une campagne qu'on appelle généralement Monganga na Biso. Nous organisons des campagnes de prise en charge selon différentes catégories de la population, surtout envers les populations vulnérables, entre autres les enfants, les femmes, les personnes du troisième âge et voire même les personnes vivant avec un handicap. Nous avons eu à le faire dernièrement. Nous avions ciblé des enfants. Nous avons organisé donc une campagne de prévention et de prise en charge du paludisme avec une équipe de pédiatres où nous avons donné gratuitement notre prise en charge à ces enfants pour les aider à mieux se sentir et à guérir du paludisme parce que c'est cela au fait notre slogan. Nous avons un slogan qui nous tient tant à cœur, qui est celui de sauver des vies en temps réel et donc nous militons au quotidien pour voir dans quelle mesure sauver donc ces vies et participer à réduire la mortalité dans notre cher et beau pays qui est la République démocratique du Congo. Sauvons de vie en temps réel avec Congo Medica. Donc nous remercions toute l'équipe du Congo Sarepta TV. Je pense déjà à Noé Mukokila, les Canadiens, Benjamin Mukokila aux ISA, Tina Mukokila, notre journaliste de la RTNCD, et toute la famille Ambunga, pourquoi pas à mon ami de tous les temps, Naya Lena Mitterrand, le journaliste de Yeba TV, avec sa femme Fallon Kibala Naya, et sans oublier mon épouse, maman Francine Mukokila Kervela, la maman de Bienfedi, Bien-Hérèse, et puis les nouveaux bébés, le bébé Bersine. Alors, j'oublie pas depuis Paris, monsieur Dadi Mavungu, mon ami Bob Massoa, Amosi, Odilon Amosi les guerriers, l'honorable Josué Moufoula Mutoto Yagoma, Géry Biangani, l'honorable, et puis maman Francine Ndoko de Liboso Naemai, Sima Naemai, il s'appelle notre jeune Bipro, le jeune Jimmy Sita. Alors si vous voyez tout ça, c'est grâce à lui. Alors nous allons terminer avec notre invité qui est le docteur Emmanuel Epenge avec une dernière question. C'est par rapport à la faisabilité, à la prise en charge qui est effective à Congo Medica. Est-ce que c'est vrai et comment faire quand quelqu'un est malade? S'il faut venir vers le patient et puis par rapport à l'abonnement. Comment ça se passe, s'il peut nous expliquer en quelques mots. Et là, nous sommes déjà arrivés presque à la fin de notre émission. Vous allez voir que moi, je vais devoir quitter et laisser la place et le micro au docteur Emmanuel Epenge. C'était un réel plaisir de vous recevoir, un réel plaisir que vous puissiez nous suivre de partout dans le monde. C'est déjà Congo Sarepta TV qui est à votre portée. Comme nous le disons, c'est maintenant ou jamais.
qui dit Baté. Donc nous sommes en train de saluer Jason Moukanou, les citoyens célestes, et toute la famille Moukanou. Il y a Archie Boss, Moukanou, Esther Moukanou, et mon ami Gelo Kisekini. Il y a aussi notre staff chez Bibi, Jimmy Sita, Olivier Vandé Boveka, et puis Monsieur Glody Djonga Penge, le pétrolier, Mobali Yamama, Rose et Kouchou, et toute la communauté protestante au Congo. Docteur Emmanuel Epenge, nous vous laissons le micro pour clôturer. Oui, merci pour l'intérêt que vous avez porté à ce jour de pouvoir nous contacter pour avoir une lumière sur plusieurs thématiques de notre société. Et donc, in fine, je dirais que Congo Medica est une ONG qui est disponible pour pouvoir effectuer des campagnes de prévention, de sensibilisation et de prise en charge dans différents territoires de notre pays. Actuellement, nous sommes plus en activité à Kinshasa, mais avec le temps, nous serons dans plusieurs autres provinces. Et donc à Kinshasa, si vous voulez bénéficier de nos services, il est possible de pouvoir nous contacter via notre application médicale qui est disponible sur Google Play Store. Vous pouvez aussi le faire via Facebook. Et si vous tapez Congo Medica, vous allez avoir accès à nos informations, voire même à notre numéro de téléphone, où vous pouvez avoir des informations précises parce que Congo Medica, nous travaillons avec beaucoup de professionnalisme. Si vous voulez avoir des informations médicales pertinentes de plusieurs grandes spécialités de notre pays, vous pouvez les trouver chez nous parce que nous travaillons avec un réseau de plus de 60 spécialistes de Kinshasa qui sont prêts à se déplacer vers vous, vous aider à pouvoir mieux vous sentir. Nous sommes aussi ouverts à des partenariats qui nous permettraient d'aller de l'avant et aussi sauver, comme nous le disons toujours, sauver des vies dans notre communauté en temps réel. Je dis et je vous remercie. Notre CG à Kitambo, ici dans l'avenue 23 Vivi au quartier Wenze. Donc si vous voulez aussi nous trouver, vous pouvez nous trouver dans la commune de Kitambo, dans l'avenue Vivi où nous sommes là, disponibles sur rendez-vous.